Salut et bienvenue dans un nouveau petit tutoriel consacré aujourd'hui à CakePHP 2.0. Donc dans ce tutoriel, ce que je vous propose de découvrir, c'est de voir un petit peu les nouveautés et les changements qui ont été apportés à cette nouvelle version par rapport à la version 1.3. Donc premier changement majeur, avant même de commencer à télécharger le framework, c'est la version de PHP nécessaire à son fonctionnement. Donc sur CakePHP 1.3 et 1.2, on pouvait avoir à peu près n'importe quelle configuration de PHP, ça fonctionnait. Donc si vous êtes sur du développement local, que vous soyez sur WAMP ou MAMP, normalement il n'y a pas trop de problème, c'est-à-dire que ces versions utilisent déjà une version 5.3 de PHP. Si vous êtes sur un serveur dédié, vous pouvez tout simplement mettre à jour votre version de PHP si elle est inférieure à la 5.2.9. Et si vous êtes sur du mutualisé, il vous suffit en général de modifier votre .htaccess à la racine pour activer la version 5 de PHP. Donc là, je vous laisse chercher un petit peu sur Google, vous devriez tomber sur le résultat assez rapidement. Et vous allez pouvoir activer normalement PHP 5.3. Donc globalement, ce n'est pas forcément un problème, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que justement CakePHP 1.3 était un petit peu lent à cause de ce support de PHP 4. Donc là, on imagine qu'avec cette nouvelle version, vu qu'ils utilisent les nouveautés de PHP 5, on devrait avoir un gain en performance. Donc moi, je n'ai pas encore fait de test, je n'ai pas aussi regardé de test avant d'affirmer ce que je suis en train de dire. Donc il faudra attendre la version stable pour vérifier pour voir et vérifier s'il y a eu effectivement des changements au niveau des performances avec cette nouvelle version. Donc c'est parti, on va télécharger donc cette version 2.0 et voir un petit peu la bête. Alors je clique ici sur 2.0, donc moi à l'heure à laquelle je parle c'est un release candidate 2, donc ce n'est pas encore une version stable, il y a encore quelques petits bugs, mais globalement ça veut dire qu'il n'y aura pas de nouvelles fonctionnalités de rajouter. Donc si je commence à développer avec cette version là, lorsque la version stable sortira, mon code continuera à marcher. Donc ici, hop, je descends tout en bas et je me rends sur la page de download de GitHub de CakePHP. Donc ici, moi je vais prendre la version 2.0 Release Candidate. Et quand vous l'ouvrez, vous allez voir, c'est un dossier relativement simple. J'ouvre et dedans, j'ai toute mon application. Donc moi, je l'ai déjà déplacé dans un petit dossier spécifique et j'ai déjà chargé l'URL. Donc je suis actuellement sur Windows avec WAMP. Donc si j'actualise, vous voyez que je tombe sur la page d'accueil, donc qui ne change pas vraiment d'habitude, sauf qu'ils ont mis un petit peu de CSS3 pour les alertes. Bon, c'est un petit peu plus joli qu'avant, mais rien de très perturbant par rapport à avant. Donc avant d'aller plus loin, où est-ce que j'ai trouvé toutes les informations concernant cette migration et ces changements? Tout simplement, lorsque vous arrivez sur la page de GitHub, vous allez sur l'utilisateur CakePHP et vous allez trouver tous les dépôts liés à CakePHP. Donc si vous regardez, vous avez tout d'abord le framework, en bas vous avez les docs, c'est un petit peu ça qui est important, et après tout un tas d'autres choses qui pourraient être utiles. Donc je pense notamment au debug kit, j'en reparlerai sûrement dans un autre tutoriel qui vous permet d'avoir une fenêtre en fait pour tout le debugging de CakePHP. Donc là nous on va s'intéresser au dépôt docs, et en fait dans ce dépôt vous avez toutes les nouvelles documentations concernant cette nouvelle version. Donc si vous cherchez le guide des migrations, soit vous allez dans EN, puis ensuite vous allez dans Appendice, et ensuite vous cherchez ce fichier-là. Soit directement, si vous avez un petit peu la flemme d'aller de dossier en dossier, vous appuyez sur la touche T de votre clavier, et vous commencez à taper le nom du fichier, donc migration. Et là, vous avez tous les fichiers qui contiennent le terme migra. Et ici, vous avez le guide. Donc moi je vais rentrer pas forcément dans les détails, je vais vous montrer les changements majeurs qui ont été apportés à cette nouvelle version. Après si vous voulez vraiment en savoir plus sur les changements et voir toutes les nouveautés, il faut lire tout ce fichier et voir ce qui a changé. Alors nous on est parti, hop, on ouvre ce dossier là et on voit ce qui a changé directement. Donc premier changement majeur, c'est que Cake, le dossier qui contenait Cake, n'est plus à la racine mais se trouve dans un dossier libre. Donc ça c'est pas forcément super perturbant pour vous, de toute façon on n'ouvrez jamais ce fichier. Et à la racine vous avez un dossier qui contient les plugins et un dossier qui contient d'autres modules ou d'autres applications. Donc ces dossiers de toute façon moi je les ai jamais remplis mais voilà ils sont toujours là. Alors, un truc important, dès qu'on va ouvrir APP, vous allez comprendre de quoi je parle, c'est la nomenclature des fichiers. Donc maintenant, cette nomenclature a été changée. Avant, on était sur un mot en minuscule, underscore, un autre mot, underscore, un autre mot, et ainsi de suite. Donc là, toute l'architecture de CakePHP est en camel case, c'est-à-dire une majuscule à chaque nouveau mot. Donc là, par exemple, vous voyez qu'on a contrôleur, console, config et ainsi de suite qui ont une majuscule en début de mot. Donc si on compare à une ancienne version, donc là je suis sur une version 1.3, vous voyez tout est en minuscule au pluriel. Donc ici tout est en camel case et au singulier. Donc ça c'est un petit changement. Donc globalement, si vous voulez faire une migration de 1.3 vers 2.0, ça peut poser problème. Vous voyez qu'il y a beaucoup de changements au niveau des noms de dossiers. Donc si vous voulez faire vraiment ce changement, cette migration, ce que je vous conseille, c'est de faire comme ça, installer une nouvelle version de CakePHP 2.
d'ouvrir les dossiers et de déplacer vos anciens contrôleurs, vos anciennes vues, vos anciens modèles et de les renommer au fur et à mesure. Donc maintenant on va voir un petit peu tous les changements qui ont été apportés à tous ces dossiers et qu'est-ce que je dois faire pour que mon code marche sur cette nouvelle version. Donc premier changement, c'est au niveau des configs, il y a plusieurs fichiers qui ont changé. Donc là dans le Bootstrap, avant c'était un fichier PHP qui était entièrement vide. Maintenant on a juste une ligne qui permet de configurer le cache de notre application. Donc savoir est-ce qu'on va utiliser un cache fichier, un cache memcache ou un autre type de cache. Donc globalement dans ce Bootstrap on va pouvoir aussi mettre différentes informations. Donc ça on pouvait déjà le faire avant, mais là c'est documenté par défaut. Donc ça permet un petit peu de savoir ce qu'on a. Donc par exemple, on peut rajouter des règles pour les systèmes d'inflexion pour avoir des règles en plus au niveau du singulier ou du pluriel. Et de la même façon, on va pouvoir charger ou pas des plugins. C'est-à-dire que par défaut, CakePHP ne va pas auto-charger tous les plugins qu'on a mis dans notre dossier. Donc il faudra décommenter soit cette ligne, soit décommenter la ligne avec le nom des différents plugins que l'on veut charger. Voilà, donc ça c'est un petit changement qui a été apporté. Mais en fait tout ça c'est pour les performances, pour éviter de faire trop de choses automatiquement et de trop alourdir notre application si on ne veut pas charger nos plugins. Ensuite au niveau de notre corps, pas trop de changements, hein, vous retrouverez les lignes habituelles avec toujours les clés qu'il faut changer pour bien sécuriser notre application. Donc là je vais mettre un truc bidon et comme ça sur la page d'accueil vous allez voir, j'ai plus de problème. Si ce n'est que la base de données n'arrive pas à se connecter. Donc au niveau de la base de données, pareil, on avait avant de toute façon ce même fichier, donc database.php.default. Donc ce fichier, il faut le renommer et enlever le .default à la fin. Donc ça a un petit peu changé parce qu'avant, on n'avait pas data source, on avait driver. Et dans le driver, on mettait quelle connexion on va utiliser. Donc là, directement, on passe par ce fichier data source et on précise quel système on veut utiliser. Ensuite, on a un autre fichier, donc ça c'est un fichier nouveau qu'on n'avait pas avant, c'est le fichier email.php. Donc ce fichier, pareil, si vous voulez utiliser le système d'emailing, vous le décommentez, enfin vous supprimez le default à la fin de son nom, et ici vous allez mettre la configuration de votre envoi de mail. Donc vous pouvez avoir plusieurs configurations, par exemple une pour la phase de développement et une pour la phase de production. Ça fonctionne toujours par des tableaux. On a un index transport qui nous permet de choisir par quel moyen va être envoyé les mails. Donc soit par la fonction mail basiquement de PHP, soit directement en utilisant un serveur SMTP spécial. Donc ce système d'emailing, je vous en reparlerai un petit peu plus tard parce que globalement, avant, lorsqu'on voulait envoyer des mails directement avec CakePHP, on utilisait un composant, le composant email. Donc ce composant est toujours utilisé, il existe toujours, mais il est déconseillé d'utiliser parce qu'il va être déprécié. Donc c'est-à-dire que dans des futures versions de CakePHP, il est possible qu'il dégage et du coup que votre code ne fonctionne plus. Donc à la place, on a un objet statique qui s'appelle CakeEmail qui va nous permettre d'envoyer les emails et qui utilisera justement cette configuration de mail. Donc c'est pour ça que c'est très important de mettre des bonnes informations. Voilà, et après, nos routes. Donc au niveau de la définition des routes, ça n'a pas beaucoup changé, si ce n'est qu'on a deux lignes en plus à la fin. Donc une qui permet de charger automatiquement les routes des différents plugins, que l'on peut commenter si on n'a pas de plugin. Et ensuite, une seconde ligne qui permet de charger les routes par défaut de CakePHP. Donc par exemple, la route qui dit, d'abord on a un contrôleur, puis une action, puis les différents paramètres. Donc si vous voulez 100% des routes perso, vous commentez cette ligne aussi. Et du coup, plus aucune route de CakePHP ne va fonctionner. Voilà, et vous devrez définir vous-même vos propres routes. Donc si vous voulez voir celle par défaut, c'est dans le dossier Cake. Donc ici, on va les regarder tout de suite. On va aller dans le dossier de Cake, donc lib Cake, et là, config, route. Et là, vous allez trouver toutes les routes par défaut. Donc c'est ce qui est marqué tout en haut. Donc par exemple, si vous utilisez... Donc voilà, moi globalement j'utilise toujours les règles par défaut, c'est toujours utile de les avoir, donc c'est rare que vous ayez à décommenter cette ligne-là. Mais c'est important de savoir à quoi elle sert. Voilà, donc ça c'est tout ce qui est configuration, c'est tout ce qui a changé. Maintenant, au niveau de la nomenclature, globalement ça n'a pas beaucoup changé. Au niveau des modèles, il n'y a aucun changement qui a été fait, c'est toujours le nom du modèle, sauf qu'on commence par une majuscule, alors qu'avant on ne commençait pas par une majuscule. Si je vous montre ça... Avant, au niveau de mes modèles, hop, ils étaient tous en minuscules. Alors que maintenant, sur la nouvelle version, hop, si j'enlève le V1, vous voyez qu'ils sont tous avec une majuscule au début. Voilà, donc c'est le seul changement qui a été apporté. Les modèles fonctionnent toujours de la même façon, ils héritent toujours de app modèle. Voilà. Donc donc au niveau des contrôleurs, un petit changement, c'est au niveau de la nomenclature. Avant, on écrivait par exemple, si on voulait un contrôleur démo _ contrôleur. Donc ça a changé. Maintenant, c'est du camel case. Donc démo avec un D majuscule et contrôleur avec un C majuscule, .php. Et après, au niveau du code, ça n'a pas changé, c'est classe démo contrôleur.
extends de app controller. Donc voilà, là c'est plus logique en plus du coup d'avoir cette nomenclature là par rapport à la nomenclature d'avant. Comme ça on a vraiment une uniformité. Donc tous ces changements, ça a été, c'est pas forcément nécessaire. C'est-à-dire que par défaut, vous pouvez continuer à appeler vos contrôleurs avec demo underscore controller. Mais avec les nouvelles versions de PHP, donc avec les nouvelles versions de PHP, ça risque d'être abandonné à un moment. Et du coup, mieux vaut commencer à prendre les bonnes conventions et pour pas avoir de problème par la suite. Donc ici, je vais créer une première fonction, donc public function, donc index, et voilà. Donc là, vous voyez, bon, au niveau du fonctionnement des contrôleurs, si ce n'est le nom, il n'y a pas de changement particulier. Donc au niveau justement de cet app controller, comme d'habitude, on n'est pas obligé de le créer. Si vous voulez le créer, avant, si vous vous souvenez, c'était à la racine. C'est-à-dire qu'ici, au niveau de mon dossier app, j'avais un fichier app controller et app error. Donc ça, c'est fini. Maintenant, vous avez directement votre app controller à cet endroit-là. Donc ici, vous créez votre fichier et vous avez directement app controller qui va être au même niveau que les autres contrôleurs. Donc ça, au final, c'est pareil, hein, c'est plus logique, je trouve, qu'avant. Voilà, app controller extends de controller. Et pareil, on a toujours les mêmes fonctions qu'avant, hein, public function before filter. Donc ça serait la fonction qui s'exécuterait tout le temps. Et là, on peut mettre un petit echo before. Voilà, donc là, je vais actualiser ma page et voir si mon before filter fonctionne. Et vous voyez bien qu'il fonctionne. Donc là, c'est le changement qui a été apporté. Le app controller que vous mettiez avant à la racine de votre dossier app, maintenant se trouve dans le dossier controller. Donc c'est plus logique, c'est mieux. Donc de la même façon, hein, dans cet app controller, vous faites les choses que vous faisiez d'habitude. Vous pouvez charger vos helpers, vos contrôleurs, vos composants, vos helpers, mettre des before filters et des before render, bon, ce que vous voulez. Donc ici au niveau de mon démo controller, je vais tester tout de suite. Hop, je vais essayer d'y aller. Demo/index. Donc là, il va me dire qu'il ne trouve pas la vue. Impeccable. Donc je vais créer la vue. Alors, au niveau de la nomenclature des vues, ça suit un petit peu les contrôleurs. C'est-à-dire que là, dans mon dossier app, view, je vais créer un nouveau dossier que j'appelle avec le nom du contrôleur. Donc avec un D majuscule. Très important. Alors qu'avant, on avait directement toutes les vues en minuscules. Et dedans, j'ai créé mon nouveau fichier index.ctp. Donc là, pareil, la nomenclature n'a pas changé, index.ctp. Donc au niveau des vues, pas beaucoup de changements, si ce n'est le système de helper qui a été légèrement modifié. Donc là, je vais juste mettre du texte pour qu'on voit que ça fonctionne bien. Voilà. Hop, je vais enlever le before dans le app controller. Voilà. Et si vous voulez par exemple faire des liens, moi avant j'avais une mauvaise habitude, c'était de mettre la version courte, comme ceci. Lien, et là je mettais le titre, et ensuite l'URL, soit sous forme de tableau, soit directement en mettant l'URL sous forme de chaîne de caractères. Donc ça, vous oubliez, ça ne marchera plus, vous allez vous taper une jolie erreur, tout simplement parce que maintenant vous n'avez pas les helpers qui sont directement mis sous forme de variables. Donc si vous voulez les utiliser, il vous suffit de faire this et le nom du helper en majuscule. Donc ça, toujours, vous allez le voir, ça permet d'avoir une meilleure uniformité au niveau du code. C'est légèrement plus long aussi à écrire, mais bon, c'est pas forcément gênant. Si vous avez des snippets, vous allez aussi vite qu'avant. Hein. Voilà. Donc là, hop, du coup ça marche et vous voyez que j'ai bien mon lien, il n'y a pas de problème. Donc ça marche pour tous les helpers, hein, c'est-à-dire que pour le helper form, c'est pareil, this form create. Donc là, on va créer un petit helper bidon pour essayer. Voilà. Hop. De la même façon, il faut le fermer, this form end. Envoyer. Et là, on va y mettre une petite information pour tester. Hop. Input. Et là, on va mettre name. Et au niveau du label, le nom. Donc là, évidemment, il tient à tout prix à charger sa table. Donc moi, je vais mettre public $uses égale array. Et je vais mettre rien dedans. Voilà. Alors, ici, vous voyez que mon formulaire a été créé. Donc, au niveau du formulaire, pas trop de changements. Si ce n'est qu'au niveau du form create, maintenant, vous n'avez plus besoin forcément de préciser l'URL. Par défaut, l'URL qui va mettre dans le form, ça sera l'URL qu'on a actuellement. Donc ça, c'est beaucoup mieux qu'avant. C'est beaucoup plus logique aussi. Et ça va vous permettre de simplifier un petit peu votre code. Donc là, vous voyez que si je regarde au niveau de l'action du form, hop, c'est la même page que j'ai ici. Alors qu'avant, par défaut, il a essayé d'aller sur add ou edit. Donc c'était un petit peu pénible. On était obligé de lui préciser l'action à chaque fois. Là, on n'a plus à le faire.
Donc si par exemple je veux pré-remplir ce champ, ce que je vais faire un vis comme avant, data, entre crochets le nom du modèle, donc ici c'est des mots, et ensuite la valeur, donc ici, et ensuite la clé, name égale chien. Voilà. Donc si je fais ça, hop, et que j'actualise, vous allez voir que j'ai une petite erreur. Donc là il me dit que j'essaie de modifier data alors que je n'ai pas le droit. Donc là vous dites c'est bizarre parce que normalement je devrais pouvoir. Alors tout simplement ce qui a changé c'est que maintenant toutes les informations ne sont plus passées comme ça à l'arrache dans le contrôleur, mais dans un objet qui s'appelle request. Donc cet objet request va lui avoir un index data qui va nous permettre de préciser les informations. Donc globalement vous devrez remplacer dans tout votre code, dès que vous voyez vis-data, vous remplacez par vis request data. Donc ici si je mets le nom chien, je ne change absolument rien au reste de mon code, vous voyez que par défaut il va remplir par chien. Donc voilà, vous oubliez vraiment l'utilisation de vis-data. Ça fonctionne dans la lecture, mais vous l'oubliez quand même. Vous utilisez toujours vis-request-data. Donc comme ça, vous n'aurez pas de problème. Donc pareil, si vous voulez récupérer les données, vous faites juste debug. Bon là, je ne vais pas les traiter, mais je vais faire un debug vis-request-data. Hop. Donc là, si je recharge ma page, par défaut, ce tableau est vide. Et dès que j'envoie les données, vous voyez que j'ai toutes les informations qui sont passées. Donc si on veut tester si un formulaire a été posté, deux solutions, on fait if différent de empty vis request data, et dans ce cas là on dit les données ont été postées, donc debug post. Donc là comme ça j'actualise ma page, pas de debug, j'envoie mes données, j'ai un debug. Ou l'autre solution maintenant c'est tout simplement dans cet objet request vous avez différentes fonctionnalités, dont une c'est is, et ça vous permet de tester comment a été appelée la page, si elle a été appelée par post, par put, par get. Donc ici, si la page est appelée en post, dans ce cas là ça veut dire que j'ai des variables qui ont été passées et je vais pouvoir faire différents tests. Donc là de la même façon, si je réenvoie mon formulaire, vous voyez que ça teste ça. Donc si vous voulez connaître toutes les informations sur ce is, deux solutions, soit vous allez directement sur la doc, soit vous attaquez comme un gros bourrin directement le framework. Moi, c'est ce que je fais en général pour vraiment avoir les bonnes infos. Ici, vous cherchez ce cake request, donc c'est le nom de l'objet, voilà, et vous cherchez function is, et là vous allez avoir les différents types. Donc les différents types, vous les trouvez en fait tout en haut de la classe, hop, au niveau de la définition, hop. Voilà, vous avez ça, get, post, put, delete, add, options, et ainsi de suite. Donc ces headers en fait vont vous permettre, alors les premiers servent à faire en fait des applications RESTful, mais après vous en avez un pas mal par exemple pour tester est-ce que la personne y accède depuis un mobile, est-ce que ce mobile est un BlackBerry, est un iPhone et ainsi de suite. Donc ça c'est pas mal cool. Voilà, donc cet objet c'est vraiment la nouveauté de CakePHP, vous allez vous en servir pas mal de fois, donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans. Notamment par exemple si on veut récupérer la page courante, avant on faisait vis here. Donc ça, pareil, ça n'existe plus. De la même façon, visName n'existe plus, visAction n'existe plus. Tout ce qui était accessible un petit peu comme ça n'existe plus. Tout a été casé dans cet objet request. Donc pareil, c'est mieux au niveau de l'organisation du code. Donc ici, je vais faire un petit debug. Donc vous voyez d'abord j'ai les paramètres. Donc ça c'est toutes les informations qui concernent l'URL qui a été appelé. Donc mon contrôleur, mon action, les paramètres nommés, les paramètres passés. Donc si par exemple ici je mets index/4, vous voyez que hop, j'ai mon premier paramètre. Si je mets index/page de point 2, hop, vous voyez que ça passe dans les named. Donc du coup, dans cet objet-là, je vais avoir toutes les informations qui concernent ma vue. Et un petit peu plus bas, je récupère l'URL, je récupère le chemin de base, donc je peux récupérer pas mal de choses. Et vous voyez, j'ai le même index hier que j'avais avant. Donc voilà, c'est un petit changement, mais c'est important de bien savoir parce que si vous faites visAction, du coup, ça vous retournera une jolie erreur. Donc après, qu'est-ce qu'on peut voir? Au niveau des helpers, donc je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, au niveau des vues, ça a changé. Il faut mettre vis HTML. Comment ça fonctionne si vous voulez charger de nouveaux helpers? Donc c'est comme avant, il n'y a pas vraiment de changement. Donc au niveau de votre dossier contenant les vues, vous avez un dossier helper avec un H majuscule et sans S. Et directement, ce que vous pouvez faire, c'est copier un helper de votre ancienne version 1.3. Donc là, par exemple, c'est tout simplement un helper qui permet de récupérer une date et qui vous la convertit, qui vous affiche jeudi 23 mars par exemple. Donc ici, hop, je vais faire un petit changement vite fait. Donc si vous voulez charger les helpers, comme d'habitude, soit vous passez par le contrôleur spécifique où vous voulez le charger, soit vous passez par votre app controller. Donc moi je vais le faire juste ici. Ici c'est helpers égale array et le helper que je vais charger c'est le helper date.
Et après, pour l'utiliser au niveau des vues, ben, c'est très simple. Vous faites toujours la même chose. Echo, this, le nom du helper, le nom de l'action, et ensuite le nom de la méthode, et ensuite les valeurs. Donc ici, je veux la date d'aujourd'hui. Donc si je fais ça, que j'actualise, vous voyez que ça affiche bien la date. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de changement à faire. Donc ça c'est vraiment parce que l'équipe KQHP a essayé de rendre le code assez compatible par rapport aux anciennes versions, mais ça faut oublier, ça s'écrit plus du tout comme ça. Donc globalement le helper, faut le nommer maintenant date helper. Voilà, comme ça permet déjà de le différencier par rapport aux fichiers qui contenaient nos modèles. Et au niveau de la fonction, il faut ici ne plus le faire hériter de helper directement, mais de app-helper. Donc comme ça, on va pouvoir créer une classe un petit peu comme app-controller qui pourra avoir un effet sur tous les helpers. Voilà, donc c'est le seul changement que je fais. Au niveau de mon contrôleur, pas de changement. Et au niveau de mon index, pas de changement. Et vous allez voir que ça fonctionne toujours aussi bien. Voilà, donc prenez cette habitude. Maintenant, quand vous créez des helpers, vous les nommez de cette façon-là et vous les faites extend de app-helper. En revanche, pour les composants, pas trop de changement. Si ce n'est que les composants, avant, je les appelais directement, voilà, comme ça, le nom du composant. Donc là, pareil, ça s'appellerait img component. Mais en revanche, à l'intérieur, il n'y a pas de changement majeur. Hein. C'est toujours le même système, sauf qu'ici, ça extend de component. Voilà. Donc si je vous montre, alors je vais essayer de vous en trouver un. Donc là, par exemple, voilà, le même contrôleur, donc le même composant sur KQHP 2.0. Il extend maintenant de component et ça s'appelle img component. Mais au niveau des fonctionnalités, il n'y a rien qu'à changer. Voilà. Donc ça, c'est les changements majeurs concernant les contrôleurs, les composants et les helpers. Au niveau des vues, vous avez vu, c'est le changement de nom de dossier. Et au niveau des modèles, absolument aucun changement à ce niveau-là. Donc absolument aucun changement. Donc vous avez juste à nommer avec une majuscule en début de mot. Mais globalement, ça ne change rien. Après, d'autres petits changements qui sont plutôt, alors qui sont moins forcément importants. Donc déjà, c'est l'absence maintenant du app error. Donc avant, pour gérer les erreurs, on utilisait une fonction qu'on appelait cake error. Alors, je vais revenir ici. Si on avait une erreur, on faisait this cake error et ensuite on appelait une fonction qu'on avait créée dans notre app error. Donc ça, c'est fini. Maintenant, lorsqu'on a une erreur, tout simplement, ce que l'on fait, c'est qu'on envoie des exceptions. Donc ça, c'est les nouveautés de PHP 5. Donc si vous voulez renvoyer un problème et que vous, par exemple, la page n'existe pas, vous faites throw new not found exception. Et là, vous allez mettre par exemple pas de page. Et ça, en fait, ça va rendre une page qui s'appelle 400.ctp qui doit se trouver dans le dossier error de vos vues. Donc ici, au niveau du dossier view, vous avez un dossier errors et normalement, vous aurez vos différentes erreurs. Donc si maintenant j'actualise la page, vous voyez que par défaut je tombe sur une erreur et là j'ai mon erreur. Donc si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble cette vue là, par défaut elles sont dans cake, view, errors et là vous voyez vous avez toutes les erreurs. Donc là par exemple celle que je viens de déclencher c'est une erreur 400 et hop, voilà on a notre contenu. Donc là c'est la page erreur par défaut du framework. Après il vous suffit d'aller dans le dossier errors hop, ou error errors et de créer votre propre erreur. Donc là par exemple c'est celle que j'ai créée pour GraphiCart. Vous voyez, hop, j'ai mon titre et ici je récupère le message qui a été envoyé. Donc du coup vous pouvez afficher des messages qui vont guider un petit peu l'utilisateur pour savoir ce qu'il a fait de mal et ce qui ne fonctionne pas. Voilà. Donc ça c'est le nouveau système. Alors je ne vais pas forcément rentrer dans le détail si vous voulez créer vos propres erreurs. Il y en a quelques-unes de définies par défaut. Donc de la même façon, si vous voulez en savoir plus, vous faites T ici dans la doc et vous cherchez exception. Et hop, là vous allez tomber sur les informations concernant les exceptions et comment créer vos propres erreurs. Voilà, donc là on a quasiment fini. Je voulais vous montrer une dernière chose, c'est l'utilisation du nouveau composant email. Alors comment ça fonctionne pour envoyer des emails? C'est très simple, vous faites app. Donc d'abord, il faut charger le système d'emailing. Donc ça, c'est un truc qui est plus chargé par défaut. Mais de toute façon, le composant, déjà à l'époque, n'était pas chargé par défaut. Donc du coup, pour le charger, c'est un nouveau système. Vous faites app, uses. Et là, vous mettez d'abord le nom de la classe que vous voulez utiliser, cake email. Et en fait, après, vous mettez un équivalent du namespace. Globalement, c'est où se trouve cette classe-là. Donc là, par exemple, c'est une classe qui se trouve dans network/email. Donc ça, je ne le sors pas nulle part. Je suis allé sur la documentation. Donc une fois que vous avez cet objet-là, vous pouvez l'initialiser, donc en faisant new cake email, et ensuite on peut l'utiliser. Donc si on veut envoyer un mail, on fait email, on met
to, à qui on veut l'envoyer. Donc là, je vais me l'envoyer à moi. Ensuite, on met from, et là vous voyez que c'est un petit peu particulier, on peut chainer, c'est-à-dire que chaque fonction va retourner l'objet, et du coup on peut enchaîner tout ça sur une ligne, un petit peu comme on ferait sur du jQuery. Donc ça c'est plutôt cool, parce que moi c'est vrai que le composant email, une fois sur deux je me plantais, là on peut mettre directement toutes les informations à la suite des autres. Donc là j'ai mis to, à qui je veux l'envoyer, from, de qui ça doit partir, subject, donc le nom du titre du message, donc ça sera par exemple mail de test. Et ensuite, lorsqu'on veut l'envoyer, on a juste à faire email test. Email plutôt send. Et ensuite, dans ce send, on va mettre salut. Et là, automatiquement, ça m'enverra un petit mail avec mon message. Donc là, je vous laisse me faire confiance et je ne vais pas tester et vous montrer ma boîte mail, mais globalement, ça fonctionne. Vous pouvez préciser d'autres arguments, parce que là, vous dites effectivement c'est cool, mais c'est un petit peu simple. Si vous voulez, par exemple, envoyer des mails un petit peu plus compliqués, par exemple, on va imaginer sur l'inscription. Vous pouvez choisir d'avoir d'autres arguments. Donc, hop, on peut les chain comme ceci aussi. Hein. Si on trouve ça plus simple, on peut aller à la ligne et continuer. Donc on peut choisir un template. Donc le template, tout simplement, c'est le fichier qui sera utilisé pour rendre le mail. Donc le fichier, il se trouve dans le dossier View et dans le dossier Emails. Et là, vous avez la version HTML et la version texte. Donc d'ailleurs, si vous voulez choisir entre quelle version vous voulez utiliser, ici, vous mettez un autre attribut, c'est email format. Et là, vous choisissez HTML si vous voulez envoyer l'email au format HTML, texte si vous voulez l'envoyer au format texte, et bof si vous voulez l'envoyer avec les deux versions. Donc ici, texte. Ensuite, vous pouvez importer des helpers, c'est-à-dire que par défaut, dans le template, vous n'aurez le droit à aucun helper. Si vous avez besoin du helper HTML, par exemple, donc moi, c'est vrai que j'utilise assez souvent parce que j'ai besoin d'avoir les informations j'en ai besoin souvent pour faire des liens, donc là vous mettez HTML. Et vous pouvez préciser différents helpers et en importer plusieurs à la suite des autres. Et quand vous êtes content, vous faites send sans argument, parce que du coup le contenu est dans le template. D'ailleurs, si vous voulez envoyer des paramètres au template, ici vous précisez juste après le template, ou n'importe où, les view vars, les valeurs envoyées. Et donc là c'est un tableau un petit peu comme le set, et là on met les clés qui correspondront aux variables qui seront envoyées, et les valeurs. Donc là, ça fait beaucoup de choses d'un coup. Moi, ce que je vais vous faire, je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Ici, par exemple, c'est sur GraphicArts. Lorsque j'envoie des mails, alors on va faire un truc pas trop sensible. Hop, si vous regardez mon dossier email, il y a un dossier HTML. Et ici, hop, ça dit quelqu'un a répondu à votre sujet. Et vous avez les différentes informations. Donc là, tout ça, c'est des choses qui ont été passées. Je charge le helper HTML parce que j'en ai besoin. Ici, j'ai envoyé l'URL. Et ici, par exemple, vous voyez que j'ai envoyé l'idée de la question. Voilà. Donc voilà, ça c'est le nouveau système d'emailing. Au final, je trouve plus simple que ce petit composant. Et l'avantage, c'est que ça allège l'application, qu'on ne le charge que quand on en a besoin. Donc ce app use, vous pouvez l'utiliser partout. Donc vous pouvez l'utiliser pour charger des modèles, des helpers à la volée, des librairies, n'importe quoi. Mais bon, globalement, moi, j'utilise que pour l'email. Hein. Donc après, au niveau des petites modifications moins importantes, vous avez la fonction d'internationalisation qui avant s'écrivait comme ça. Salut. Et avant, ça affichait. Et c'était très pénible. Si on voulait retourner, on était obligé de mettre ça. Donc là, maintenant, par défaut, elle le retourne. Elle n'affiche pas. Et du coup, on met un écho avant. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est vrai que c'était l'enfer. Hop. Et du coup, vous voyez que ici, ça écrit salut. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Autre petit changement, c'est au niveau du no-cache. Alors pour ceux qui utilisaient le cache de CakePHP, le cache partiel, hop, je vais le retrouver. Avant, on mettait cette balise-là. Le problème, c'est que du coup, notre code HTML n'était pas super valide vu qu'on avait des balises Cake no-cache qui se baladaient. Donc maintenant, c'est directement écrit en commentaire HTML. C'est-à-dire que là, vous avez cette version-là. Et ensuite, vous fermez votre cache comme ça. Donc ensuite, un autre changement, c'est le paginator. Donc le paginator, lorsqu'on utilisait la fonction sort, on mettait en premier paramètre le texte qu'on voulait mettre et en second paramètre la clé. Ce qui était un ordre complètement débile parce que dans toutes les autres fonctions, c'était l'ordre inverse. Donc là, ils sont revenus dans le droit chemin, entre guillemets. Et du coup, on a maintenant cette fonction sort, alors si vous cherchez, hop, qui prend en paramètre d'abord la clé et ensuite le titre, ce qui est beaucoup plus logique. Au niveau des helpers, ils se sont enfin décidés à dégager le helper JavaScript. Donc c'était un helper qui avait été créé pour la version 1.2 de CakePHP. Au moins dans la version 1.3, il avait été légèrement fusionné avec le helper HTML, dans le sens où si on voulait charger un script avant, on devait faire vis,
JavaScript et hop, ensuite URL ou SRC, je ne sais même plus. Et dans la version 1.3, on mettait HTML script. Donc dans la version 2, on met toujours ça, hein, mais en plus, on a le retour du helper JavaScript qui va vous permettre d'écrire du JS directement dans votre code PHP. Donc moi, je ne suis pas forcément fan de ce helper-là, tout simplement parce que je trouve que ça va un petit peu à l'encontre de l'HTML, dans le sens où on doit avoir les scripts à un seul endroit. Donc moi, je ne l'utilise pas. Moi, je préfère faire mes scripts à la main. Si vous voulez l'utiliser, vous cherchez pareil helper. Et là, vous allez trouver le dossier contenant tous vos helpers et vous avez le helper JS. Donc ce helper vous permet globalement d'importer, d'utiliser une librairie. Donc par défaut, il y en a 3 de supportés. Il y a MooTools, jQuery avec jQuery UI et Prototype et Scriptaculous. Donc voilà, ces 3 scripts sont chargés. Globalement, après, vous utilisez vos helpers. Donc là, vous voyez, il vous indique comment charger ce helper-là. Donc là, vous chargez le helper JS en utilisant la librairie jQuery. Et après, hop, vous avez tout plein de petites fonctionnalités plutôt sympas qui vont vous permettre d'écrire du jQuery à la volée. Donc après, ça vous permet d'écrire du JavaScript à la volée. Donc on peut par exemple faire une pagination Ajax. Donc hop, vous descendez un petit peu en bas, vous cherchez. Donc voilà, là je pense vraiment avoir fait le tour des différentes fonctionnalités, des différents changements qui ont été apportés à cette version 2.0. Donc j'ai vraiment survolé les nouveautés. Si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur la documentation depuis GitHub et aller chercher les différentes informations que vous voulez. Ou directement, si vous voulez commencer avec cette nouvelle version, vous avez le book qui a été mis à jour. Donc vous allez sur le site de CakePHP. Vous allez sur le site de CakePHP, vous allez au niveau de la documentation, donc là vous allez sur le book n'importe lequel, et vous voyez que vous avez la version 2.0. Donc cette version a été légèrement réorganisée, donc pour l'instant elle est quand même en cours de développement, ça se voit rien qu'au niveau de la mise en page, mais elle a été organisée de manière un petit peu plus logique. Donc vous cliquez par exemple sur les vues, et vous avez toutes les informations concernant les vues. Et à chaque fois c'est bien documenté avec des exemples et des fonctionnalités. Donc voilà, cette nouvelle version de la doc vous permettra de prendre les éléments un par un et de voir un petit peu les nouveautés. Donc si vous rencontrez des problèmes, commencez par voir un petit peu sur la documentation s'il y a vraiment eu des changements et comment ça fonctionne. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura permis de mieux appréhender les nouveautés de cette version 2.0. Donc globalement, ce qu'il faut retenir, c'est l'arrêt du support de PHP 4 et une meilleure organisation du code avec des conventions qui sont suivies tout au long du framework. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster sur le forum.